lorsqu'on questionne l'économie mondiale, on se rend compte que la richesse mondiale est détenue par 2% de la population. 2% de la population détiennent au moins 95% de la richesse mondiale. Et lorsqu'on fait une découpe sur le plan des pays, on se rend compte que même sur le plan national, dans chaque pays, c'est 2% qui détiennent aussi 95% de la richesse nationale. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'on est comme ça de plus en plus une minorité de personnes qui détiennent, c'est-à-dire voilà, la richesse mondiale? Qu'est-ce qui fait en sorte que de plus en plus une minorité de personnes détiennent la richesse nationale? Comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Et qu'est-ce qui explique le fait aussi que beaucoup le restant, c'est-à-dire que de 98%, galère. Le restant de 98% veulent aussi, c'est-à-dire que réussir, veulent gagner de l'argent. Beaucoup veulent devenir riches, beaucoup veulent devenir millionnaires, beaucoup veulent devenir milliardaires. Donc à moi de poser donc la question, qui veut devenir milliardaire? Est-ce que tu veux devenir milliardaire? Est-ce que c'est dans tes ambitions de le devenir? Es-tu assez ambitieux pour le devenir? Parce qu'on se rend aussi compte que beaucoup veulent devenir riches, mais ont cette hypocrisie-là de fuir l'argent. Il faudrait savoir c'est quoi l'argent. Certains vont commencer à dire que non, l'argent, c'est-à-dire que c'est le péché. L'argent, c'est-à-dire que c'est l'argent qui crée, c'est-à-dire que tous les maux du monde. Heureux seront les pauvres quand ils seront au paradis. Tu vois, on a comme ça beaucoup d'amalgames en question d'argent et en question de richesse. Donc moi, sur cette vidéo, je vais partager ici avec toi les vérités cachées sur la richesse. Les vérités cachées qu'on ne te dit pas. Ou les vérités cachées que tu dois à tout prix avoir si tu veux t'aider que devenir riche, si tu veux être milliardaire. Donc avant d'aller plus loin, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découpes la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser nos produits africains. Si j'ai créé la chaîne, ça fait de partager mes astuces et techniques, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Donc, c'est une thématique qui te parle. N'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse sur la chaîne, afin de t'aider. Je vais te demander de mettre un pouce afin que l'algorithme YouTube puisse partager cette vidéo à plusieurs d'entre vous. Je vais t'inviter aussi à regarder sous la barre de description de cette vidéo. Je partage avec toi un lien de bienvenue où je partage 10 idées de meilleure culture ultra rentable à lancer dès maintenant, dès la campagne 2025 là, qui va te laisser dans une prospérité à vie, parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. Donc si tes intentions c'est d'être millionnaire, multimillionnaire ou milliardaire, c'est des cultures. Ces cultures sont pour toi. Donc je vais donc rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui explique le fait qu'on est comme ça avec des multimilliardaires? Que vous les citez, vous les avez tous là. On peut commencer avec dans les années 1800, les Rockefeller, les Andrew Carnegie, les JP Morgan, vous avez les Frères Lumière, vous avez Henry Ford, jusqu'aux contemporains ici qui sont les Elon Musk, c'est-à-dire que les Jeff Bezos, les Mark Zuckerberg, les Bill Gates, les Nana Dampulo, les Baba Dampulo, les Aliko Dangote, vous avez les Yves Bio. C'est quoi la particularité de ces personnes-là? Est-ce qu'on peut devenir milliardaire? Est-ce que c'est possible de devenir milliardaire? Oui, je dirais c'est possible. Si j'ai pu citer ces personnes-là, ce ne sont pas les extraterrestres. Mais est-ce que toi qui me regardes présentement et qui veut être millionnaire, est-ce que tu fais le travail pour? Est-ce que tu as cherché même à savoir comment ces personnes ont fait pour le devenir? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Si je te dis donc maintenant, on te donne la posologie, la procédure. Es-tu prêt à payer le prix? Oui, parce que dans toute chose, il y a un prix à payer. Pour devenir milliardaire, je pense que milliardaire, ce n'est pas une destination. Les personnes qui sont devenues aujourd'hui milliardaires
ne se sont pas levés un matin et dit j'aimerais être milliardaire. Non. C'est les personnes qui ont dévoué, c'est-à-dire que leur vie à apporter de la valeur aux autres. C'est les personnes qui ont dévoué leur vie à être utiles pour les autres. Donc je te dirais, si tu veux être milliardaire ou multimilliardaire, c'est de t'apporter de la valeur. C'est d'être dans la création de valeur. Et quand je dis la valeur ici maintenant, tu vois que milliardaire, c'est le fait de pouvoir servir le plus de monde possible. Quel est le process que tu peux mettre aujourd'hui en place? Quel est le produit ou le service que tu peux mettre aujourd'hui en place et qui puisse servir le plus de monde possible? Et milliardaire, c'est que ça répond à une idéologie, j'ai coutume à dire. Ça demande de la stratégie, ça demande de la compétence, ça demande d'être excellent dans ce que tu vas aller faire, ça demande d'être patient, ça va demander d'être courageux, ça va demander que tu travailles, ça va demander que tu sois discipliné, ça va demander que tu aies de la foi en ce que tu vas faire. Ça va demander que tu sois courageux parce que, comme j'ai coutume à te dire, l'entrepreneuriat, c'est la réalisation progressive d'un idéal de vie possible. Donc, dans cet idéal de vie possible, tu connaîtras des hauts, tu connaîtras des bas, tu connaîtras des trahisons, tu connaîtras les coups durs. Ça va te sourire, il y aura des turbulences, mais il va falloir que tu sois concentré. La particularité avec ces milliardaires-là, c'est que c'est des personnes qui sont concentrées, qui sont focus. C'est des personnes visionnaires. Ce ne sont pas des court-termistes. Je préfère commencer à te le dire parce que si tu n'es pas en train de travailler dans ce sens-là, tu ne pourras pas devenir tel que milliardaire. Et c'est pour ça que tu vois qu'il y a très peu de personnes. Est-ce que c'est possible de devenir milliardaire? Oui, aujourd'hui. Plus que jamais, on peut le devenir. Avant, tu as dit que c'était compliqué, mais maintenant, aujourd'hui, avec la technologie, avec la science, on peut le devenir, c'est-à-dire que très, très, très rapidement. Pourquoi? Quels sont les mécanismes qu'on a mis en place pour pouvoir permettre aux personnes de pouvoir, c'est-à-dire que posséder la richesse? Tu vois que ça, il faudrait que là-dedans, qu'il y ait un mécanisme. Et le mécanisme ici, c'est quoi? Maintenant, c'est le politique. C'est les dirigeants politiques qui vont établir les règles, les lois. Si dans ton pays ou sur ton continent, on veut qu'il y ait de plus de milliardaires, c'est les États qui régulent les règles. Note ça très bien. C'est les dirigeants politiques qui votent les règles. Quand je parle ici de milliards, je parle en termes de milliards, même milliards de dollars. C'est les dirigeants politiques qui votent les règles. Donc tu verras que si j'essaie un peu comme ça de te dérouler, comment les choses se sont faites, comment l'économie a évolué, comment la finance a évolué, comment est-ce qu'on a fait pour pouvoir être aujourd'hui dans les conditions de modernité où on a comme ça des commodités qui nous facilitent la vie. C'est parce qu'il y a des gens qui ont pensé. C'est parce qu'il y a des gens qui ont créé. C'est parce qu'il y a des gens qui ont développé la technologie. C'est parce qu'il y a des gens qui ont développé la science. C'est parce qu'il y a des gens qui sont allés produire l'écriture. Donc tu dois être ici dans la quête de production. Et tu dois être dans une quête de production premium. Parce que si tu vas faire comme tout le monde, c'est clair que tu auras les résultats de monsieur et madame tout le monde. Donc les milliardaires, c'est les personnes qui ne pensent pas comme les autres. C'est les personnes qui pensent en dehors de la boîte. Donc laisse-moi te faire un petit rappel. Moi, je vais te demander pour cela de t'asseoir convenablement, de bien écouter, parce que tu vois ici, à chaque fois où je partage, c'est la masterclass. Je te dis, je ne suis pas coach. Mais je viens te partager les réalités que tu n'entendras pas parler. Tu n'entendras pas tes coachs parler. Je viens te parler parce que je suis sur le terrain, c'est du pratico-pratique. Je suis à plus de 450 conventions d'entreprise. C'est des stratégies pointues, partagées quelque part les grandes firmes qui font des chiffres à hauteur de dizaines de millions d'euros, à hauteur de centaines de millions d'euros, à hauteur de milliards. Et je viens te partager aussi les réalités du terrain, telles que je vis. Et tu vois qu'à chaque fois, tout ce que je dis ici se vérifie. Et même pour vous, pour beaucoup qui sont panafricains, en ce moment, même le capitaine Ibrahim Traoré, vous voyez que c'est la même philosophie, la même idéologie qui partage d'aller créer des richesses endogènes. Donc ici, là, tu vois que je viens ici te dire, on se doit d'aller créer de la valeur. C'est en créant de la valeur qu'on crée de la richesse, en fait. Tu ne peux pas être riche ou tu ne peux pas devenir millionnaire ou milliardaire en étant dans la consommation. Tu ne peux pas être devenu milliardaire
en étant salarié. Donc, il faudrait que tu aies une compétence hautement estimée, une compétence demandée. C'est ça qui crée les millionnaires. Les milliardaires aujourd'hui, c'est parce qu'ils apportent une valeur hautement demandée par la masse. Quand on va revoir un peu l'itinéraire des milliardaires, l'idéologie dominante aujourd'hui, comme j'ai coutume de vous expliquer, c'est l'idéologie capitaliste. C'est le capitalisme. Nous qui sommes en Afrique, il faudrait qu'on sache quelle est l'idéologie qu'on veut véhiculer. Nos différents États, c'est pour ça qu'au lieu d'aller supporter de façon fanatique, de façon émotionnelle, ou d'aller supporter, c'est parce que c'est mon frère du village, c'est parce qu'on vient du même village, au lieu de mettre plutôt les considérations telles que claniques ou tribalistes, il faudrait qu'on ait vraiment une ligne claire, idéologie des différentes politiques qu'on véhicule. Donc c'est le politique qui doit véhiculer une certaine idéologie. Parce que si tu vas dans une idéologie communiste, si c'est le communisme, tu n'auras pas de milliardaires. Il n'y aura pas de milliardaires. Si tu vas dans une certaine idéologie telle que socialiste, oui, quand c'est le social, ça veut dire que c'est l'État qui va gérer et essayer de redistribuer les richesses de façon équitable à la population. Mais est-ce qu'avec un système comme ça peut c'est-à-dire que créer la croissance? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde compétitif, un monde de compétitivité, un monde de croissance. Tu vois, ce système-là, capitaliste, socialiste, progressiste, ça atténue un peu les inégalités. Parce qu'avec ce système socialiste, qu'est-ce qu'on faisait? L'État, par le biais des impôts, redistribuait la richesse vers le bas. Tu vois, l'État permettait aux entrepreneurs, aux investisseurs, à faire en sorte à créer les conditions favorables pour l'économie, mais derrière, taxer, c'est-à-dire que les entrepreneurs, taxer, c'est-à-dire que ceux qui produisaient la richesse, afin de pouvoir redistribuer la richesse de façon équitable vers le bas. C'est un système qui a marché, mais c'est aussi un système aussi qui a ses failles. Parce que de l'autre côté, lorsque toi tu opères de cette façon-là, et que dans d'autres pays, prenons le cas des États-Unis, où les États-Unis, leur système, c'est-à-dire que c'est le capitalisme. Depuis les années 1830, les investisseurs, les industriels, les hommes d'affaires américains ont bataillé dur pour pouvoir favoriser, c'est-à-dire que le libéralisme. Par les noms que j'ai cités en amont, Rockefeller, Andrew Carnegie, J.P. Morgan, Rockefeller venait d'une famille très pauvre. Donc c'est pour ça que j'ai coutume à te dire que non, la richesse n'a rien à voir avec tes origines. Tu peux venir d'une famille très pauvre, mais finir multimillionnaire, multimilliardaire. C'est la vision. Rockefeller, t'as dit quoi? Avait pour formation, t'as dit quoi, de comptabilité. Mais Rockefeller s'est retrouvé, t'as dit que dans l'industrie, t'as dit que du pétrole. Il a investi dans l'industrie du pétrole en ayant ses puits de pétrole. Il est allé s'associer avec un chimiste qui s'intéressait au pétrole. Il a investi, ils ont commencé à créer des puits de pétrole. Pourquoi est-ce que Rockefeller va vers le pétrole? Il faut aussi comprendre que pour les personnes qui pleurent, qui sont à chaque fois en train de dire que non, c'est la faute des riches. Si nous sommes pauvres, c'est à cause des riches. Ou si nous sommes pauvres en Afrique, c'est à cause des Occidentaux. Non, c'est à cause du gouvernement. C'est à cause de ceci, c'est à cause... Non. Il faut aussi comprendre que dans la société dans laquelle nous vivons, à partir du moment où on vit en collectivité, où on vit en société, il y aura toujours des inégalités. Je peux répéter ça. À partir du moment où nous vivons en société, il y aura toujours des inégalités. Et c'est aussi une autre philosophie, une autre idéologie, avancée, c'est-à-dire que par les philosophes, avancée ici par certains sociologues, que oui, le progrès fait aussi partie des inégalités. Pour qu'il y ait progrès, il faut qu'il y ait inégalité. Je vais t'expliquer ça.
Parce que Rockefeller s'intéresse au pétrole. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que dans les années 1800, pour pouvoir s'éclairer, on s'éclairait à la graisse de la baleine. Pour pouvoir allumer les lampes tempêtes, tu vois, avant il n'y avait pas d'électricité, c'était les lampes tempêtes. Il fallait aller tuer les baleines pour pouvoir recueillir la graisse. Est-ce que tu vois sur le plan écologique, ou sur le plan environnemental, ou sur le plan même des espèces, de la biodiversité? Imagine si on continuait à nos jours à continuer à s'éclairer grâce à la graisse de la baleine. Est-ce que les baleines existeraient encore sur cette terre, sur cette planète? Donc je viens aussi t'expliquer que le progrès vient créer des inégalités, le progrès vient créer l'érosion sur la biodiversité. C'est pour ça que je te parle à chaque fois d'impact environnemental, d'impact écologique, d'impact même sur le plan de la société, d'impact même sur le plan de la biodiversité humaine. Donc quand Rockefeller va donc s'intéresser au pétrole, tu vois qu'il vient sortir, c'est une technologie qui hors du commun. En 1830, c'est une technologie hors du commun. Et c'est une technologie qui vient préserver la vie des baleines. On va maintenant forer le pétrole. Mais en forant le pétrole aussi, on vient créer encore d'autres désastres écologiques parce que le pétrole aussi n'est pas propre. Il faut aller détruire la nappe phréatique et polluer. Mais c'est une pollution qu'on dirait qui est moindre. Parce que la population, c'est-à-dire que des baleines, on peut facilement décimer, c'est visible à l'œil nu. Or que dans les profondeurs, le pétrole, on ne sait pas la quantité de pétrole qui est dans la nappe. Et c'est un moindre mal parce que le pétrole, en termes de barils, ça sort et ça peut impacter le plus de personnes. Donc Rockefeller investit comme ça dans le pétrole. C'est des risques qu'il prend. Il faut comprendre aussi qu'un investisseur ou un futur milliardaire, je dis c'est un visionnaire, il va vers le pétrole alors que personne ne s'intéressait à cette histoire. Et le pétrole, lorsqu'on l'extrait, il faut comprendre que c'est une pâte noire, c'est une boue en fait. Il faut aller raffiner le pétrole. Raffiner le pétrole pour pouvoir avoir cette fois-ci le kérosène, pour pouvoir avoir le goudron pour faire les routes, pour pouvoir avoir le gaz, avoir que le plastique, avoir de l'essence. Tu vois? Pour pouvoir donc devenir milliardaire, ou pour pouvoir devenir riche, il faut aller vers les industries ou aller créer ce que très peu de personnes peuvent faire. Aller faire le pétrole, très peu de personnes. Aller maintenant créer une raffinerie. Ça demande de la connaissance. Ça demande d'être très fort en pétrochimie. Ça demande d'être fort en biologie, en chimie. Voilà comment il va se rallier avec ce chimiste-là. Il commence à faire le pétrole. Il commence à faire le pétrole timidement. Et là-dessus, tu vois, quand c'est comme ça, ce qui vient faire en sorte que les gens aussi deviennent rapidement riches, c'est les brevets d'invention. C'est les brevets d'invention, c'est la propriété intellectuelle. Oui, c'est la propriété intellectuelle qui fait en sorte que les gens deviennent... Parce qu'une fois que tu as pu sortir ton système, tu brevettes ton système, tu mets un brevet dessus. Et lorsque tu mets un brevet dessus, on ne peut pas te copier. Les gens sont obligés de venir faire selon tes normes. Et le droit à la propriété a rendu les gens tellement riches parce que même ce droit à la propriété, que tu peux aussi l'incliner que sur les terres. Lorsque tu vas acheter des dizaines, des centaines d'hectares de terre, lorsque tu vas te faire réussir et que tu as ton titre foncier, ça te donne droit à la terre. Personne ne peut venir toucher cette terre. Et la terre aussi, c'est une plus-value. Mais qu'est-ce que ça crée aussi derrière? Ça crée des inégalités parce que lorsque tu vas prendre 100 hectares, on a des gens qui ont 400 hectares, on a des gens qui ont 2000 hectares. Ça crée quoi? Ça crée de la spoliation des terres. Tu vas venir spolier les terres aux habitants qui étaient là parce que tu as de l'argent. Il faut comprendre ici que les inégalités, que le progrès rime avec les inégalités. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Parce que ne viens pas mettre ta main sur la poitrine, tu dis que je suis un panafricain, je suis un kémite, je viens te dire qu'enrichir mes frères, je vais être milliardaire. Non.
Ce n'est pas compatible. Donc tu vois, c'est comme ça que Rockefeller a fait pour pouvoir, c'est-à-dire avoir le monopole, c'est-à-dire que sur le pétrole. Il a commencé à racheter, parce que quand tu es aussi là, il y a la concurrence. Ne pas oublier que lorsque tu viens lancer un business, il faudrait que tu te rassures que tu ne sois pas copié. En ce moment, il avait la concurrence. Il a tout fait pour pouvoir détruire cette concurrence-là. Soit en achetant directement de ces compagnies, soit en mettant des stratagèmes pour faire couler ces compagnies-là. Il s'est rallié avec les chemins de fer de l'époque pour pouvoir écouler ses produits facilement et en mettant hors jeu les concurrents. Parce que les concurrents, ne pouvant pas payer la logistique, ont coulé. Il les a rachetés et a créé la Oil Company. Donc il s'est retrouvé comme ça, seul à avoir le monopole. Il s'est commencé à produire le pétrole abondamment aux États-Unis. Tu as JP Morgan, qui est, lui, il gérait la finance, il avait les banques. Tu as Andrew Carnegie, pareil aussi, qui était dans la métallurgie. La métallurgie, à l'époque, on venait de découvrir le fer et comprendre que quand Rockefeller va vers le pétrole, plusieurs fois, c'est-à-dire que son business a failli capoter. Hein. Parce que lorsqu'on découvre le pétrole, derrière ça, le charbon aussi, tout de suite, on commence à découvrir avec le charbon. Et le charbon qui commence à être utilisé dans la métallurgie, le pétrole, on a failli abandonner le pétrole. Mais qu'est-ce qui a été relevé avec le pétrole? C'est lorsqu'on a commencé à concevoir les moteurs, c'est-à-dire les moteurs. En l'occurrence, Henry Ford. Lorsque Henry Ford est venu créer les moteurs thermiques, je ne sais pas si tu vois un peu comment les choses vont. On prend les risques. À tout moment, tu peux perdre, mais c'est un coup de sort comme ça qui vient te relever. Le pétrole, c'est parce que tu as dit qu'Henry Ford vient découvrir, créer les moteurs thermiques, que le boom du pétrole se relance. Maintenant, tu as dit qu'avec l'automobile, les Américains commencent à découvrir qu'on peut se déplacer facilement avec les voitures. C'est comme ça que le pétrole, c'est-à-dire que reprend de l'ampleur, reprend de l'envolée. Les Américains commencent à consommer abondamment le pétrole. Et le pétrole, à un moment donné, il y a eu pénurie de pétrole aux États-Unis. C'est pour ça que vous avez des pays comme l'Arabie Saoudite, le Venezuela et l'Iran, où derrière les Américains aussi sont partis pour commencer à prendre le pétrole. Et le pétrole, aujourd'hui, c'est le nez de la guerre. Quand je te parle à chaque fois d'énergie, l'énergie, c'est-à-dire que c'est le nez de la guerre. Le pétrole, c'est le nez de la guerre. À cause du pétrole, certaines idéologies, c'est-à-dire qu'on les oublie. Vous avez les ennemis de tous les jours, mais parce qu'on a besoin du pétrole, on oublie, c'est-à-dire que les guerres. Vous avez les pays qui ne se parlent pas depuis des années, mais la vérité qu'on ne nous dit pas. Commerce ensemble à cause du pétrole. Commerce ensemble. Si on te dit que l'Iran vend son pétrole, c'est-à-dire que par exemple, à Israël, tu ne vas jamais accepter. Si on te dit comment l'Arabie Saoudite, un désert dans les années, c'est-à-dire que 1800, et aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est the place to be. Aujourd'hui, c'est là où c'est en termes d'évolution, de construction de technologie, c'est le waouh. C'est grâce au pétrole. Mais pourquoi? Parce que les Américains ont découvert les bienfaits du pétrole. Et l'Arabie Saoudite, ayant dit que des gisements de pétrole, les Américains convoitent le pétrole. L'Arabie Saoudite a le pétrole, mais n'a pas la technologie. À l'époque, n'avait pas l'argent. C'était le désert, c'était des paysans. Mais les Américains, eux, ils avaient la technologie, ils avaient l'argent, ils sont venus exploiter. Alors que nous aussi, c'est-à-dire qu'en Afrique, nous avons, c'est-à-dire que toutes ces ressources. Qu'est-ce qui explique que d'un côté, en Arabie Saoudite, ils soient développés, que leur pétrole les bénéficie, et nous, non. On peut se poser des questions. On peut aussi se demander que nos dirigeants de l'époque, est-ce qu'ils avaient de la valeur? Et qu'est-ce qui explique que les Saoudiens, des bergers, des éleveurs, ils étaient dans le désert, ils ne connaissaient rien. Mais parce qu'ils avaient des dirigeants forts, des dirigeants qui avaient de la poigne,
des dirigeants aussi qui défendaient leurs intérêts. C'était du win-win. Du win-win. Parce que oui, l'Arabie Saoudite jusqu'à maintenant pèse. Il fait jouer ce levier-là parce qu'eux, ils ont le pétrole. Vous avez besoin de notre pétrole. L'industrie occidentale ne joue que par l'énergie fossile, le pétrole, le gaz et les produits dérivés qui sont le plastique, les engrais. Donc tu vois, aujourd'hui, tu ne peux pas parler d'industrialisation, tu ne peux pas parler de progrès sans tenir compte de l'énergie. C'est ce que je répète ici à chaque fois. Donc tu vois, et c'est comme ça que tu vois aujourd'hui l'Arabie Saoudite bénéficie de son pétrole. L'Arabie Saoudite s'est diversifiée. L'Arabie Saoudite aujourd'hui est passée de désert en ville, ou en pays, quand je parle d'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, un pays aujourd'hui hautement développé grâce au pétrole. Donc, dans ce système-là, tu vois, lorsque tu as dans un système où tu sais que le pétrole, tout le monde joue par le pétrole, ça devient la chasse gardée. Donc, tu vois que tous ces riches-là, à partir du moment où ils ont développé, c'est-à-dire qu'en termes de recherche et développement, développé des centaines de millions de dollars, ben, ils cherchent à garder le monopole. Et ça a été ça, le combat, c'est-à-dire que de toujours, depuis les années 1830. Les milliardaires que j'ai cités, J.P. Morgan, Rockefeller, Andrew Carnegie, ils ont toujours combattu avec le système politique. Parce qu'à partir du moment où tu commences à monter fort, le système politique fait quoi? Il faut redistribuer la richesse équitablement. On va ponctionner en mettant les taxes, en taxant fort, pour pouvoir redistribuer vers le bas. Mais ces riches-là, ces milliardaires ont compris que pour pouvoir maintenir leur puissance, pour pouvoir continuer à devenir de plus en plus riches, eux aussi développent des stratagèmes. Au départ, les dirigeants politiques viennent en disant que bon, on va les accompagner. On va pouvoir, sur le plan de la recherche, développer la recherche, développer la science, développer les infrastructures, leur donner les moyens, leur faciliter en termes de loi, en termes de loi, en termes de normes, afin qu'ils puissent se développer. Parce que l'objectif du politique, c'est de créer des emplois. C'est que sa population, puisse vivre dans des conditions, correctes, pour qu'il y ait des infrastructures, pour qu'il y ait des commodités. Et donc, quand le gouvernement, quand le politique favorise donc que ces capitaines d'industrie se développent, ils savent qu'en se développant, ils vont créer de la richesse et que ces richesses-là vont ruisseler. C'est pour ça que tu m'entends à chaque fois te dire le ruissellement vers le bas. Donc quand ça va ruisseler, ça va aller dans les poches du gouvernement, en payant les taxes, en payant les impôts et tout. Et en payant aussi les salaires, et en payant les taxes et les impôts, le gouvernement va donc développer les infrastructures. Ça va payer les fonctionnaires, ça va créer les routes, ça va créer les hôpitaux, ça va créer les écoles, ça va créer les universités, l'armée, ça va développer la cité en fait. Mais l'être humain, c'est-à-dire que restant celui qu'il est, l'être humain est toujours avide de tout. Vous voyez que si on se plaît aujourd'hui que c'est 2% qui détiennent 98% de la richesse, c'est parce qu'au fil du temps, au lieu de faire ruisseler vers le bas, ils ont commencé à monter des stratagèmes pour conserver leur richesse. Devenant de plus en plus riches, ils ont commencé à développer maintenant des stratagèmes sur le plan fiscal, à comment défiscaliser leurs richesses, à commencer à faire de l'évasion fiscale. Tu vois, ils ont des sièges maintenant, tu entends parler des paradis fiscaux. Ils vont gagner de la richesse, ils vont développer de la richesse sur un territoire. On va leur donner tous les accompagnements possibles, mais leurs bénéfices, ils vont les déclarer dans un état offshore, dans un paradis fiscal, pour ne pas payer les taxes. Ce sont eux qui auront les meilleurs fiscalistes. Les riches ont compris, que ces milliardaires ont compris qu'ils doivent se payer le plus bas possible
Ils doivent vivre à crédit. Donc, ils vivent avec l'argent des banques. Et leurs bénéfices, ils vont aller déclarer ailleurs. C'est ça qui fait en sorte qu'il y a une... C'est ça qui explique cette concentration. Donc, comprendre donc ici que pour pouvoir être riche, pour pouvoir devenir milliardaire, c'est de pouvoir aller vers là où tout le monde ne va pas. D'aller vers les business où très peu de personnes vont. Que s'ils sont riches aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont des brevets. C'est parce qu'ils ont des propriétés intellectuelles. C'est pour ça que je dis à chaque fois que pour nous qui nous lançons dans le domaine agricole, pour vous qui voulez aller faire de l'agriculture industrielle, vous ne pourrez pas devenir riche facilement comme vous croyez, en mettant les doigts dans les narines, en dormant. Non. Parce qu'en amont, les autres ont réfléchi. Je vous parle de l'industrie de la mécanisation. Tu dis aujourd'hui que tu vas aller faire l'agriculture industrielle. Est-ce que tu as la mécanisation? Non, il y en a qui ont construit, il y en a qui ont travaillé, qui ont ce brevet d'invention sur la mécanique, qui ont développé des milliards, des centaines de milliards en termes de recherche et développement. Tu penses que leur intérêt, c'est de faire en sorte que toi, tu sois riche? Non, leur intérêt, c'est qu'ils soient riches, qu'ils récupèrent déjà leur investissement, qu'ils deviennent riches. Il y en a qui ont déposé le brevet sur la propriété intellectuelle, sur les semences. Les semences que la nature nous donne déjà gracieusement, gratuitement. Les semences gratuites. Mais eux, ils sont allés, par souci toujours de productivité, par souci de la croissance, ils sont allés, c'est-à-dire que voilà, faire des manipulations génétiques pour augmenter la production. Soit disant augmenter la production. Des fois, ils vont te dire qu'on a ces semences-là sont résistantes, par exemple, aux maladies. Ils mettent le brevet. Ils ont le brevet. Et ces semences-là, que la nature que nous donne déjà gratuitement, tu te retrouves du jour au lendemain en train d'acheter les semences. Et ces semences-là ont des impacts sur notre environnement. Donc c'est ça qui crée encore des inégalités, parce qu'à chaque fois qu'on met les brevets, tu es obligé de venir toujours acheter. C'est pareil pour la science, sur la médecine. Tu as dit que les laboratoires pharmaceutiques qui vont aller, voilà, faire des recherches sur certaines molécules, viendront imposer leur brevet. Des fois même, que c'est des recherches. Quand tu vois le coût sur la recherche, ça peut être même de 1 000 € sur la recherche. Mais lorsqu'ils sortent leur produit, ils vendent le produit même à 5 000 €. Tu ne peux pas les empêcher. C'est comme ça qu'on devient de plus en plus riche. Tu vois, je continue dans mon histoire. C'est comme ça que aux États-Unis, on a créé un courant de pensée, c'est-à-dire capitaliste. Et ça, c'est les conservateurs. C'est les républicains. Quand tu entends aux États-Unis républicains, c'est les conservateurs. Ils ont bataillé comme ça à pouvoir conserver leurs richesses. Et dans cette conservation-là, beaucoup de ces hommes d'affaires se sont retrouvés en train de faire la politique. Certains sont devenus gouverneurs. D'autres, leurs enfants sont devenus des gouverneurs. D'autres, leurs enfants se sont mariés avec des hommes politiques influents pour continuer à influencer les lois politiques. Parce qu'il faut comprendre que Rockefeller, dans ces années 1830 jusqu'aux années 1900, il avait cette réputation-là d'être dur en affaires. À cette époque-là, on faisait travailler encore les enfants. Dans cette époque-là, c'est-à-dire que le travail n'était pas aussi encadré. À cette époque-là, les ouvriers, les salariés qui travaillaient pour lui étaient mal payés. Il y avait des descentes. C'est cette époque qui a fait en sorte qu'on ait comme ça des syndicats. À cette époque-là, on tirait même sur les travailleurs. C'était violent. Donc, tu avais comme ça, en face aussi, un certain Franklin Roosevelt, le président des États-Unis, qui combattait ce système-là, le système des conservateurs. Il a combattu ce système afin de pouvoir rééquilibrer les choses. C'est un combat qui a été rude comme ça pendant plus de 20-30 ans. Pour pouvoir équilibrer les choses, pour que la richesse soit bien redistribuée. En imposer les taxes. Ces mêmes hommes d'affaires se sont assis en disant, ok, si c'est ce que vous voulez, on va commencer donc
nous-mêmes aussi, voyons comment l'image, parce que derrière l'image de ces hommes d'affaires, c'est-à-dire que c'est qu'on est, parce que la population disait que non, ils sont là seulement pour profiter. Rockefeller a commencé donc à créer une fondation où il venait, c'est-à-dire qu'en aide aux plus démunis. Il a financé plusieurs universités. Il a donné de l'argent comme ça à plusieurs personnes qui avaient des projets. Parce qu'à date, en termes de philanthropie, on dit qu'il est le premier. Tu vois, ce que Bill Gates fait là, ce que tous font là, personne n'arrive à la trame de Rockefeller. Rockefeller a tellement financé les écoles, a tellement donné de l'argent, afin de pouvoir laver son image. Parce qu'il avait une image qui se connecte, parce qu'il est dur, il est pingre, il est radin, il a tellement distribué, tellement donné. Et derrière ça, c'est lui qui crée donc ces lois là-haut. Que lorsqu'on crée des fondations, les donations aux fondations doivent être exonérées d'impôts. Que lorsqu'ils donnent dans la philanthropie, les dons doivent être exonérés d'impôts. Tu vois, c'est pour te dire ici encore que c'est les hommes d'affaires qui dictent les lois. Et ils ont dit que aussi, toujours dans ce système tel que libéral, ils votaient le candidat qu'ils voulaient. Ils finançaient afin de pouvoir mettre à la tête du pouvoir le dirigeant politique qu'eux ils voulaient et qui allait suivre leurs lois. Jusqu'à nos jours, ça se suit. Donc c'est Franklin Roosevelt qui est venu comme ça les combattre pendant plus de 20 ans, cette politique-là. Donc, c'est en 1970, c'est Ronald Reagan qui revient encore, il remet ce slogan. Quand tu entends Donald Trump, quand Donald Trump dit « Make America Great Again », il n'a pas inventé la roue. C'était le slogan de Ronald Reagan en 1970. Parce que Ronald Reagan, c'est un républicain. C'est un conservateur. Donc, il a vu la politique des démocrates. Comment les démocrates sont venus essayer d'assainir, c'est-à-dire que essayer d'assainir un peu sur le plan social et économique les choses, en taxant, c'est-à-dire que les hommes d'affaires, en mettant les taxes. Oui, en mettant aussi les taxes, qu'est-ce que ça fait aussi? Parce qu'il faut aussi comprendre que lorsque on met les taxes, ça fait en sorte que les hommes d'affaires, c'est-à-dire que voilà, n'investissent pas. Donc il y a comme ça évasion, c'est-à-dire que de capitaux, les hommes d'affaires vont investir ailleurs. Lorsqu'on met trop de régulation aussi, ça tue le génie. Les génies, c'est-à-dire que voilà, lorsqu'il y a trop de normes, trop de régulations, ça tue la créativité en fait. Donc c'est comme ça que pendant plus de 20 ans, les Américains, en termes d'investissement, en termes de créativité, ce n'était pas ça. Donc Reagan est venu dire, il tape le pied dans la fourmière. Et un peu comme Donald Trump est en train de faire là, Let Make America Great Again, on ouvre la porte à la créativité, on permet aux génies de développer, tel qu'ils ont créé aussi le système de Dodge là, on vient casser tous les agences de régulation là, afin de pouvoir faciliter la régulation, la créativité. Donc Ronald Reagan l'a fait en 70 en disant Let Make America Great Again, donc en pensant aux années, c'est-à-dire que 1830 où les Ford, les Henry Ford, les Rockefeller, les JP Morgan, c'est-à-dire voilà, cartonnaient. Donc c'est comme ça qu'il vient détruire beaucoup de régulations aussi. Il assouplit la régulation, il baisse, c'est-à-dire que les taxes, et c'est ça qui va donner naissance à la Silicon Valley. Si on a aujourd'hui, si on a les sociétés comme IBM, c'est ça qui va créer aussi le développement de la technologie. On a la compagnie IBM qui naît. IBM qui se rappelle des ordinateurs IBM. IBM avant c'était des ordinateurs groupes comme ça, costauds comme la maison. L'ordinateur, lorsque tu l'allumais, tu pouvais aller te laver et manger même avant que l'écran ne s'allume. On a eu le développement de la technologie tel que par la création des microprocesseurs. Les microprocesseurs avant, tel que sur les ordinateurs de calcul, ça prenait un temps fou pour faire les calculs. Mais tu as des visionnaires qui disaient que dans 10 ans, dans 20 ans,
on a des processeurs qui pourront faire comme ça des dizaines de millions de calculs par seconde. C'est ça être visionnaire. Et c'est vers cette technologie qu'il fallait aller. IBM a créé son ordinateur, mais l'ordinateur, c'est-à-dire qu'il fallait être, voilà. Avant, l'ordinateur, c'était pour les entreprises. IBM est allé aussi fabriquer l'ordinateur pour les ménages, les ordinateurs, les computers. Donc, les ordinateurs personnels aussi pour les ménages. Mais IBM n'avait pas le processeur, le logiciel pour faire fonctionner l'ordinateur. Dans la même période, naît Microsoft. Microsoft, créé aussi par Bill Gates et un ami. Tu connais l'histoire de Microsoft. Bill Gates ne venait pas d'une famille hautement riche, mais ils ont créé un système d'exploitation qui est de Microsoft qui permet de faire fonctionner l'ordinateur. C'est comme ça que IBM achète dans ce brevet de ce système d'exploitation pour faire tourner son industrie, pour faire tourner sa machine. Et IBM rencontre un succès voilà, sur le plan national énorme en vendant les logiciels, son ordinateur avec le logiciel Microsoft. C'est comme ça que Bill Gates aussi se retrouve lancé du jour au lendemain, c'est-à-dire dans une fortune. Entre-temps aussi, naît en même temps Apple. Apple aussi qui avait créé, qui va créer son ordinateur et qui va aussi aller créer le Macintosh. C'est comme ça que la Silicon Valley s'écrit. Apple va connaître des coups durs. Et Apple, c'est pas le fondateur que vous connaissez tous là, Steve Jobs. Steve Jobs qui va créer aussi avec un autre compère, tel que lui qui maîtrisait le hardware. Apple connaîtra les coups durs, mais au final, Apple va venir s'associer encore avec Microsoft pour le système d'exploitation. Donc tu vois, c'est comme ça que devenir milliardaire, tel qu'on peut devenir milliardaire, mais par la création, tu vois, et par l'impulsion telle que du politique. C'est Ronald Reagan qui vient maintenant dire, allez, j'assouplis les choses. Je laisse libre cours à la créativité. Mais entre-temps, les infrastructures étaient déjà là. Les infrastructures étaient déjà là. Que eux, ils avaient déjà les satellites, ils avaient toutes les commodités. Donc, ils sont uniquement venus surfer sur la communauté. Maintenant, l'État, le politique, donne la facilité pour pouvoir développer les choses. Tu vois? Et tu peux décliner ça. Et quand l'État donne la facilité, c'est ici en protégeant, c'est-à-dire que ton œuvre. Tu vois, un système d'exploitation, c'est un logiciel. C'est une œuvre intellectuelle. Que lorsque tu mets le brevet, personne ne peut l'utiliser. Chaque personne qui doit l'utiliser doit passer par toi. Donc imagine donc maintenant dans le monde. Lorsqu'on dit maintenant que l'ordinateur se démocratise, que chacun doit avoir, c'est-à-dire que chacun peut avoir son ordinateur dans la maison, tu imagines les millions de personnes que ça impacte. Aux États-Unis, nous sommes combien? Dans le monde, nous sommes combien? Quand on parle d'un système d'exploitation, tu imagines le nombre de personnes que ça impacte dans le monde? Et en termes toujours d'innovation, là où Apple aussi a fait fort, Apple s'est vu un peu dépassé par les ordinateurs, a avalé son ego, est allé voir Bill Gates. Bill Gates qui était son concurrent de toujours pour prendre le système d'exploitation. Mais là où Apple a fait fort, c'est que Apple a encore pensé en termes de visionnaire. Steve Jobs a dit oui, l'ordinateur c'est bien, c'est démocratisé. Mais lorsque tu as dit que Internet aussi est né dans les mêmes périodes, mais que pour avoir Internet, il faut forcément que tu sois devant ton ordinateur. L'ordinateur, c'est un ordinateur de maison. Tu ne peux pas marcher avec ton PC portable, avec ton PC, parce qu'avant c'était PC, personal computer. Ton personal computer, qui est l'ordinateur de maison, tu ne peux pas te déplacer avec. Est-ce que tu vois l'ingéniosité maintenant? C'est là où Steve Jobs va penser à faire maintenant
les téléphones intelligents, les smartphones. C'est là qu'il va lancer son Apple. Et il lance Apple. Dans Apple, tu auras le téléphone, tu pourras écouter la musique, tu pourras avoir Internet. Et l'avantage, c'est que tout ça, c'est condensé dans un téléphone que tu peux avoir dans ta poche et être partout. Oui, tu peux aussi avoir Internet et être partout avec. Donc, tu pourras avoir Internet, tu pourras écouter ta musique, tu pourras avoir le téléphone et tu pourras te balader partout avec ton téléphone. Smartphone. Et imagine donc maintenant le nombre de personnes que ça peut impacter. Donc, c'est pour te dire ici que c'est l'innovation qui a pris. C'est l'innovation en fait qui fait en sorte que les gens deviennent de plus en plus riches. C'est parce que les gens, la particularité avec toutes ces personnes, c'est parce qu'elles sont là à apporter de la valeur aux gens. C'est d'apporter toujours la valeur aux gens. Que l'être humain est toujours, à chaque fois, en quête de pouvoir toujours dompter la nature, apporter de la valeur. C'est d'être utile pour les autres. Es-tu utile? Est-ce que ce que tu fais est utile pour les autres? Est-ce que tu es en train de servir les gens? Moi, c'est comme ça que j'ai fait pour penser à aller faire dans la culture du poivrier. Lorsque je vais faire le poivre, c'est parce que je pense être utile aux autres. Le poivre, c'est la première épice la plus consommée au monde. C'est la troisième culture la plus rentable au monde. Et la particularité aussi, c'est que tout le monde ne se lance pas dedans. Manque-moi dans les commentaires. Comment est-ce que tu as fait la découverte de la culture du poivrier? C'est moi qui suis venu vous faire découvrir la culture du poivrier sur YouTube. C'est une chasse gardée. Chez nous, au Cameroun, nous ne sommes que 600. Nous sommes moins de 1000 personnes sur une population de 30 millions à produire le poivre. Pourquoi nous ne sommes que 600? C'est là où tu dois te poser la question. Parce que ça demande un savoir-faire. Ça demande un savoir-faire. Ça demande d'être visionnaire. Ça demande d'être patient. Ça demande d'être courageux. Ce n'est pas une culture faite pour les court-termistes. Oui, ça demande des moyens. Oui, la particularité avec les personnes aussi qui sont riches, c'est les personnes qui prennent le risque. Ça demande de prendre le risque. Mais cette fois-ci, c'est un risque calculé parce que moi, je viens te dire que tu as moindri les risques. Oui, la particularité avec ces milliardaires, c'est les personnes qui prennent le risque. Regarde Elon Musk. Elon Musk a loupé, c'est-à-dire que son lancement de fusée combien de fois? Il a loupé 3 fois. C'est au 4e essai que la fusée est partie. Pourquoi tu ne veux pas qu'il soit milliardaire? Il est dans un segment où personne ne peut le faire. Même les États aujourd'hui ne peuvent pas essayer. Parce que ça demande énormément de milliards en termes de recherche sur le plan technologique. Ça demande beaucoup d'argent. C'est normal qu'il soit milliardaire. Vrai ou faux, mon frère? Donc ça demande le travail. C'est pour ça que cette épice est onéreuse. Parce qu'il faut un minimum de 3 ans avant que ça entre en production. Et c'est une culture, une fois ça entre en production, c'est sur plus de 100 ans. Ça va sur plus de 100 ans. Un état juste. Ça te garantit, c'est-à-dire que la prospérité à vie. Ta famille et toi restent à vie. Pose-toi la question, combien de personnes autour de toi cultivent le poivre? Combien de personnes? Est-ce que tu as déjà vu un champ de poivrier? C'est comme ça qu'on juge un business qui est rentable. C'est comme ça qu'on juge un business qui a de la valeur. Pose-toi la question, combien de personnes mangent le poivre par jour? Ou combien de personnes mangent le poivre? Même toi-même, est-ce que tu consommes le poivre? Fais le tour. Est-ce qu'il y a une restriction sur le plan du poivre? S'il y a très peu de personnes qui produisent, tu vois donc que c'est une culture qui est demandée. Comprendre ici que le poivre a la même valeur que l'or. Il y a plus de 5000 ans, on faisait des échanges. Le poivre, c'était la monnaie. Tu dois te poser la question, mais d'où vient la monnaie? D'où vient l'argent? L'argent fiduciaire qu'on appelle ici L'argent, c'est la confiance. Fiduciaire en latin qui veut dire confiance.